Bienvenue! Aujourd'hui, on se penche sur une idée un peu dérangeante, celle d'une sorte de malédiction partagée entre les mondes hispaniques et arabes, la corruption. Oui, et notre source, un document de Murad Aga, va même jusqu'à comparer ça aux Mille et une nuits, mais une version bien plus sombre. Ça touche plus d'1,5 milliard de personnes quand même. C'est énorme. Et cette source, c'est donc le document Malédiction hispano-arabe.pdf. On va essayer d'explorer un peu ça. Exactement. L'objectif, c'est de voir un peu les parallèles, mais aussi les différences dans la façon dont cette corruption s'exprime. L'auteur parle de formes sauvages en Syrie et d'autres plus élégantes, disons, en Espagne. Élégante, c'est un terme intéressant pour parler de corruption. Bon, l'auteur commence par un bref rappel historique. C'est ça, 8 siècles d'histoire commune. Oui, très bref. Il évoque l'expulsion des musulmans d'Ibérie en 1492, toute la violence qui va avec, l'Inquisition, la colonisation des Amériques, souvent d'ailleurs avec la religion comme justification. Et il y a une nuance sur la tolérance, je crois. Oui, Aga suggère à l'époque, le monde arabo-musulman était peut-être plus tolérant envers les autres religions monothéistes que ne l'était l'Espagne chrétienne. Mais, et c'est important, Oui, il souligne que, historiquement, dans les deux camps, la religion a pu servir d'outil pour éliminer les ennemis politiques ou sociaux. d'accord. Un passé complexe, donc, mais revenons à aujourd'hui. L'auteur dit que cette corruption persiste dans ce qu'il appelle les républiques bananières hispano-arabes. C'est assez direct comme terme. Très direct. Et il dit tout le lien avec la religion, lui, a évolué différemment. Dans le monde arabe, l'islam aurait gardé une très forte influence sociale. L'auteur lie ça à l'Empire ottoman, au renouveau religieux après les colonies, aussi en réaction à la création d'Israël. Et donc face à la corruption des régimes, la population se tournerait vers la religion. C'est l'idée. Comme un refuge ou même un espoir de changement. Mais là où ça devient plus polémique, c'est que l'auteur avance que certains dictateurs, Oui, j'ai vu ça. potentiellement soutenus, dit-il, par d'anciens colons ou Israël, utiliseraient justement la religion. Ils la manipuleraient pour discréditer toute opposition un peu religieuse en la qualifiant de terrorisme islamique. C'est une thèse assez forte, effectivement. Et dans le monde hispanique, alors? Là, le tableau est différent, selon Aga. L'influence du catholicisme aurait diminué au fil du temps. Il cite la défaite de l'Armada, la Révolution française, l'industriel. D'accord. Du coup, les réactions populaires contre la corruption seraient moins religieuses, plus séculières, souvent orientées à gauche. On pense au modèle cubain, guévariste, bolivarien, ou même au républicanisme de gauche en Espagne. C'est intéressant ce contraste. Un monde arabe qui se réfugie dans le religieux, un monde hispanique qui va vers le séculier pour combattre un mal similaire. Mais alors, les méthodes des corrompus, elles, se ressembleraient? Absolument, et c'est frappant. D'abord, le déni, toujours. Le politicien dit « non, non, ce n'est pas vrai ». Classique. Ensuite, quand ça devient trop gros, on cherche des boucs émissaires. L'auteur appelle ça l'effecto pelota, l'effet flipper, quoi. On renvoie la balle, on essaye de noyer le poisson en profitant de systèmes judiciaires, disons, parfois perméables. Et ça peut aller plus loin que juste chercher un bouc émissaire. Ah oui, l'auteur parle carrément d'un bazar llamado justicia, un marché nommé justice. L'idée, c'est qu'on essayerait d'acheter, d'influencer les juges. Il cite le procès Moubarak, certaines affaires en Espagne qui ont fait grand bruit. C'est presque un guide pratique de la corruption, ce qu'il décrit. Un peu, oui. Et il ajoute une autre couche, la création de lois. Des lois pour protéger les corrompus, leur donner plus d'immunité, et en même temps, des lois pour punir ceux qui dénoncent, les lanceurs d'alerte. Avec des conséquences variables, j'imagine? Très variable. Ça peut aller du harcèlement juridique économique, Ago mentionne sa propre expérience à Ceuta, jusqu'à la violence physique la plus extrême, comme en Syrie, pour étouffer toute critique. Et les conséquences globales de tout ça pour les populations? Tragiquement similaire, d'après la source. Un fossé énorme entre les très riches et les très pauvres, la classe moyenne qui s'effrite. Oui. Et puis, une montée de la violence. L'auteur fait une comparaison assez brutale entre les taux d'homicides en Amérique latine et les morts liées aux guerres civiles ou répression dans le monde arabe. Des systèmes qui s'auto-entretiennent, en quelque sorte? C'est ça, en Amérique hispanique, l'argent de la drogue qui finance les armes. Dans le monde arabe, l'argent du pétrole qui finance la répression, parfois sous couvert de lutte antiterroriste, comme pendant le printemps arabe. Il note même que des pays occidentaux adoptent parfois des lois pour limiter les manifestations contre ces régimes corrompus au nom de leur propre sécurité. Bon, si on essaie de synthétiser la pensée de l'auteur, cette corruption, c'est comme une chape de plomb.
Une malédiction qui maintient ces régions dans un état de dépendance, de république bananière, incapable de s'unir ou de vraiment se développer. C'est l'idée centrale, oui. Manque d'unité, pas de développement réel, une culture où, selon lui, l'instinct de voler prime sur celui de construire. Il pose des questions assez directes, hein. Comme quoi? Pourquoi des millions de gens fuient des pays arabes pleins de pétrole? Pourquoi tant d'impunité au Mexique, par exemple? Comment expliquer qu'en Espagne, autant de politiciens soient jugés incompétents? Et où va l'argent européen destiné aux infrastructures là-bas? Des questions qui font réfléchir. Il finit sur une note assez pessimiste, non? Oui, très. Il suggère que tout ce qu'on voit, tout ce qu'il décrit, ce n'est peut-être que la pointe de l'iceberg, Ah, ce qui nous laisse avec une question un peu vertigineuse. Et si ce n'est que la partie émergée, qu'est-ce qui pourrait bien se cacher en dessous? Quelles autres conséquences encore plus profondes de cette corruption généralisée et comparée sont encore à découvrir?